Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel bilan lecture de tous les titres que j'ai lus durant le mois dernier, qui était le mois d'août. Un mois qui a été plutôt bien rempli en termes de lecture. J'étais en vacances, hein, ça s'explique. Et donc on va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite. Comme d'habitude, hein, par ce qui m'a le moins plu à ce qui m'a le plus plu. Pas de coup de cœur ce mois-ci. Deux petits flops, 3 bonnes lectures et 2 excellentes lectures. Voilà, on est à peu près sur ce rythme-là. On va commencer par le titre qui m'a un méga flop. J'ai lu L'or d'Alexandra Bracken chez De Saxus, que j'ai lu en lecture commune avec Dorian. Vous savez, depuis janvier qu'on se fait à peu près, généralement en tout cas, un De Saxus par mois. C'était pas forcément volontaire, mais finalement c'est le rythme qu'on a depuis janvier. Et L'or fait clairement pas partie des De Saxus que j'ai préférés. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Laure. Ça commence bien. Elle s'appelle Laure. Et en fait, elle fait partie d'une lignée d'êtres humains qui sont issus de personnages de la mythologie et qui, tous les 7 ans, je crois que c'est ça, je crois que c'est tous les 7 ans, les différentes lignées de dieux s'affrontent un peu en mode Hunger Games ou Highlander pour les plus anciens, avec l'objectif final d'avoir il n'en restera qu'un et ce dernier aura une espèce de puissance incroyable, etc. Et donc on suit Laure qui au début de l'histoire, 7 ans auparavant, a décidé de s'isoler et de ne pas participer aux batailles qui sont liées à ces guerres familiales, on va dire. Et ben forcément, au début de l'histoire, un événement va arriver et elle va être obligée de se réinsérer dans ces guerres de famille, ces guerres entre dieux et entre héritiers de dieux. Alors, si vous avez trouvé mon explication était un petit peu brouillonne, c'est à l'image du livre, hein, voilà, parce que je trouve que Alexandra Bracken, alors à nouveau, hein, on est chez De Saxus. Alors, je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si c'est l'histoire en elle-même et le style de l'autrice qui était un peu fouillis ou la traduction qui n'est pas hyper réussie, qui en tout cas, moi, m'a donné l'impression d'avoir un univers un peu fouillis, pas très expliqué, pas très détaillé. Alors, au début, c'était bien parti. Franchement, je trouvais ça plutôt cool. L'autrice prenait son temps de poser, d'expliquer. Ça prenait un peu de temps quand même malgré tout. Sachant qu'en plus, au début, on a les différentes lignées comme ça. À la fin, je crois que j'ai laissé un marque-page, un petit post-it, il me semble, voilà. On a des listes de personnages. Voilà, ça promettait quand même un univers assez riche. Alors oui, c'est un peu riche, mais alors il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de personnages, beaucoup de maisons, les anciennes maisons, les nouvelles maisons. Hein. C'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon. Et du début à la fin, j'avoue que ça m'a un peu pénalisée. Et j'ai vraiment pas toujours compris qui était qui faisait quoi. C'était un peu fouillis. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actions dans cette histoire. Mais honnêtement, c'est une lecture encéphalogramme plat, du début à la fin. C'est-à-dire, il leur arrive des trucs horribles. Je tourne la page, c'est comme si de rien n'était. Enfin, aucun attachement au personnage, aucun intérêt particulier à l'univers. Des personnages qui sont des clichés du gentil, des clichés du méchant. Il n'y a pas de profondeur. Des personnages qui apparaissent, qui nous sont décrits comme très puissants, très importants. Ben, honnêtement, je vois pas quel intérêt ils avaient dans l'histoire. Enfin, ouais, pour moi, plat du début à la fin. Alors, je me suis pas forcément ennuyée, puisqu'il se passe des choses, mais aucune émotion, rien. Voilà, donc une lecture qui m'a laissé complètement de marbre. Je pense que je l'aurais oublié très rapidement. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire. Moi, j'ai trouvé ça fouillis, plat, un peu brouillon. C'est d'urban fantasy, je m'attendais pas forcément à ça, donc ça m'a un peu déstabilisé au début. Peut-être que ça a joué, mais j'avoue que Dorian était plutôt du même avis que moi, en tout cas sur le côté ultra plat, hein, de zéro émotion ressentie, c'est un peu dommage. Et voilà, je suis un peu déçue de ma lecture. Je pense pas me prendre le prochain Alexandra Bracken qui est prévu chez De Saxus. J'ai Darkest Minds, qui est une dystopie qu'elle a écrite longtemps avant L'or. J'ai dans ma page, je pense que je lirai d'abord celle-ci. Et peut-être que si ça me plaît, je plongerai dans l'autre roman de l'autrice. En tout cas, le prochain roman qui va paraître chez De Saxus, c'est en novembre, je crois. Et ça va être autour de la légende arthurienne. Alors déjà que j'ai pas particulièrement aimé L'or. Et la légende arthurienne, c'est pas forcément un thème qui m'emballe plus que ça. Donc, je pense pas le prendre, clairement. Et puis en plus, octobre-novembre, il y a quand même beaucoup de titres qui me tentent beaucoup. Donc voilà, je pense qu'Alexandra Bracken
Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais replonger dans ses anciennes séries et je verrai à ce moment-là. J'aurai peut-être plus d'idées, notamment par rapport à sa plume. Voilà, donc moi alors, j'ai pas aimé. Après, voilà, il faut tout pour faire un monde. Un deuxième roman qui ne m'a pas convaincue, pareil, d'un auteur que je n'avais jamais lu. J'ai lu Barrage sur le Nil de Christian Jacques. Moi, j'ai la version de chez Pocket. Ici, on va être en Égypte. Alors, tout va être lié. Alors, je ne sais plus à quelle période, si on est dans les années... si, je pense qu'on doit être dans les années 2000, 90-2000. Ouais, c'est ça, plutôt 90. On est au milieu des années 90 et on va suivre un jeune homme, un égyptologue, qui est absolument amoureux de l'Égypte depuis sa plus tendre enfance et il a une obsession qui est le barrage d'Assouan. Je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises. Et tout va tourner autour de ce barrage et de l'amour de ce jeune homme pour l'Égypte. Alors, j'ai été très surprise parce que moi, j'avais dans l'idée que Christian Jacques, c'était toujours... Voilà, des histoires de pharaons, des choses historiques, des choses comme ça. Et là, pas du tout. Là, je me suis retrouvée dans un roman de géopolitique. Alors, c'est pas particulièrement ce que j'aime lire, la géopolitique. En plus, là, on est sur de la géopolitique d'Afrique du Nord. Voilà, ça m'a pas... Quand j'ai compris qu'on allait vers cette thématique-là, bon... J'ai eu un petit peu de recul, mais bon, voilà, je l'avais démarré. C'est un roman qui est assez court, hein. Bon, qui fait quand même 400 pages, mais j'étais en vacances, donc je savais que j'allais quand même réussir à le lire assez rapidement. L'impression que j'ai eue assez rapidement quand même, c'est que ce n'était finalement qu'un prétexte pour Christian Jacques à nous faire un cours d'Égypte et à nous faire ressentir également l'amour que lui, il a pour l'Égypte, mais plutôt l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, plutôt que l'Égypte moderne, on va dire, qu'il regrette un temps passé qui a disparu en Égypte au milieu des années 90. Il y a pas mal de personnages, j'avais parfois un petit peu tendance à les confondre, en plus je ne suis pas forcément familière des noms d'Afrique du Nord. Donc j'avais parfois un peu de mal à m'y retrouver avec certains personnages, mais c'est pas trop gênant. Les personnages, je les ai trouvés parfois interchangeables. J'avais pas d'attachement avec ces personnages. Il y en a même certains que j'ai trouvé antipathiques. Même le personnage principal, c'est pas un personnage que j'ai trouvé forcément attachant. Même plutôt également pas très sympathique, quand bien même il a des idées et des volontés qui sont plutôt louables. Avec moi, ça l'a très moyennement fait. L'auteur va nous confronter le passé et le présent de l'Égypte. Et bon, on sent clairement ce qu'il pense. Il regrette vraiment le passé. Petit bémol pour moi, le rôle des femmes dans ce roman est complètement inexistant. Les femmes sont reléguées vraiment très loin dans l'histoire, hein, voilà. Alors, c'est vrai que selon ce que nous raconte l'auteur, ça s'explique aussi, mais on est vraiment sur un roman de géopolitique masculin, hein. Les femmes ont vraiment un tout petit rôle. Et alors, je ne le notifie pas à chaque fois, mais là, ça m'a frappé. Voilà, ça m'a vraiment frappé le fait que ces femmes, elles aient le rôle, elles sont soit sexualisées, soit elles sont inutiles en fait. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire de ce roman. J'ai été globalement un peu déçue. Alors ça s'est lu bien, franchement le style de l'auteur je l'ai trouvé plutôt agréable, quand même sur des sujets qui ne m'emballent pas forcément, donc c'est plutôt bien. J'ai pas envisagé de l'abandonner, donc c'est plutôt cool. Je relirai Christian Jacques, voilà, mais peut-être plutôt sur un roman un peu plus historique, en tout cas comme moi je l'imagine, plutôt qu'un roman géopolitique. Si vous avez lu du Christian Jacques, dites-moi si ce côté géopolitique il est présent à chaque fois, ou si c'est vraiment juste celui-ci. Voilà, je suis un peu... voilà, j'attends vos retours. J'ai d'autres romans de Christian Jacques qui sont plus historiques. Et voilà, je pense que je le tenterai dans d'autres choses. On verra bien. Celui-ci n'a pas trop marché. Mais voilà, compte tenu de la thématique. Et puis oui, voilà, du fait que ça soit plutôt géopo, on va pas trop brancher. Un roman qui était une relique que vous m'aviez choisi, je suis ravie de l'avoir lu puisque j'ai enfin lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié au livre de poche. Je suis ravie vraiment de vous avoir écouté depuis janvier par rapport au livre que vous m'avez choisi. J'ai eu un joli coup de cœur sur Beignets de tomates vertes. Celui-ci, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été vraiment une très chouette lecture. Si jamais vous ne connaissez pas Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, on va faire la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Scout et on va la suivre. On est en Alabama, on est dans les années 30 et on va suivre Scout. Scout, c'est une petite fille, toute l'histoire est racontée à travers ses yeux et Scout, elle est dans l'Alabama un petit peu raciste de l'époque et elle va, et nous lecteurs, on va également découvrir que son père est avocat et qu'il est
et qu'il va devoir défendre un noir, voilà, un noir dans cette Amérique raciste des années 30. Donc c'est un roman, vous l'avez compris, qui va parler de ségrégation. Si jamais vous ne l'avez pas lu, voilà. Alors, au début, je me suis demandé où on allait. Mais je le savais puisque j'avais entendu plusieurs chroniques autour de ce roman qui expliquaient qu'il y avait vraiment deux parties. Une première partie où on est finalement avec Scout dans sa petite vie à elle. On va découvrir la vie en Alabama dans les années 30 pour une petite fille de l'époque. Moi, j'ai beaucoup aimé. On va découvrir un petit peu le racisme installé, institutionnalisé à travers nos yeux éveillée actuelle, on va dire. Et Scout, il y a parfois des choses avec son innocence qu'elle ne comprend pas, qu'elle trouve étranges, bizarres. Et c'est assez rafraîchissant finalement d'avoir ce regard enfantin. Ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu de ne pas... elle ne juge pas, en fait, mais nous, avec notre regard d'adulte, et puis voilà, notre regard conscient de ce qui s'est passé à cette époque-là, on voit les choses et on se... Ça c'est pas terrible quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses, on a un point de vue interne tout du long, et puis on a une deuxième partie qui, là, effectivement, vraiment nous plongeait clairement au cœur de la ségrégation de l'époque. Toujours, moi, j'ai toujours aimé tout du long le regard innocent de Scout qui m'a beaucoup plu. C'est un roman, forcément, qui parle de très belles valeurs. Un roman qui est ancré, je trouve, voilà, dans la vie quotidienne de l'époque. Et voilà, j'ai beaucoup aimé Scout, j'ai beaucoup aimé la suivre. Ça a été une très jolie découverte. C'est un roman qui me faisait peur, mais un peu comme Beignet de tomates vertes. Voilà, j'aurais dû le sortir il y a bien longtemps. Je suis très très contente d'avoir découvert cet immense classique. Il y a une suite à ce roman. Alors une suite que je ne vais pas forcément me précipiter pour le lire. Si jamais j'ai l'occasion de tomber dessus, clairement en bouquinerie ou en brocante ou en magasin d'occasion ou autre, je le prendrai, je le lirai, je le découvrirai. Mais pour le moment, je vais m'arrêter juste à ce premier tome, en tout cas, on va dire, que j'ai beaucoup aimé. Et si, comme moi, vous avez peur de découvrir Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un très, très, très beau roman. Tout autre genre, j'ai terminé une série puisque j'ai lu Vampiria, le tome 3, La cour des ouragans de Victor Dixon. C'est publié chez Robert Laffont, collection R. Et donc j'ai terminé cette trilogie. J'avais lu le tome 2 il y a 2 ans, parce que j'ai vérifié quand même avant de tourner ce point lecture, 2 ans. J'avais un peu peur, hein, honnêtement, de démarrer cette lecture en me disant est-ce que je vais réussir à me rappeler, raccrocher les wagons et tout. Easy. Franchement, alors honnêtement, j'ai lu quelques chroniques du tome 2, je crois, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire, mais pas plus que ça. Vraiment, je crois que je suis allée sur Booknote, j'ai regardé 2-3 avis un peu spoilants, voilà. Et après, j'ai démarré directement le tome 3, j'ai pas passé énormément de temps à chercher des avis, et franchement, j'ai raccroché hyper facilement. Alors, je pense qu'il y a quelques événements que j'ai dû oublier quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai replongé directement dans ce tome 3 avec une orientation assez surprenante à cette histoire. Ici, donc, on va suivre notre personnage principal féminin, dont j'ai complètement oublié le nom. Je ne sais plus. Est-ce que je vais la retrouver? C'est pas dit du tout. Voilà, j'aurais dû noter. Alors, bravo Stéphanie, elle a encore fait n'importe quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Diane. On va suivre Diane. Même si c'est pas son vrai prénom, c'est pas grave. On va retrouver Diane. Donc à la suite aux événements du tome 2, le roi va l'envoyer aux Amériques, voilà, dans un objectif très précis. Et elle va donc prendre le bateau et on va avoir une histoire de piraterie en fait dans ce roman. On va traverser avec Diane la mer et les océans pour atteindre les Amériques dans un objectif vraiment très très précis. Et je ne veux pas vous le dire parce que quand je l'ai lu, moi j'ai été très surprise et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Je pense que c'est clairement le tome que j'ai préféré. Voilà, je pense que c'est le tome que j'ai préféré. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Il y a de belles valeurs, il y a de la représentation, il y a quelques surprises dans ce roman, il y a des éléments que j'avais vu venir, il y a quelques facilités, il y a quelques longueurs. C'est pas un tome parfait. Voilà, je pense que honnêtement, je l'aurais oublié d'ici quelques mois, au pire quelques années, si ça reste un peu plus longtemps. Mais c'est un roman qui m'a fait passer un super moment. J'ai trouvé ça très cool, très dynamique. Il se passe plein de choses. Il y a de l'action, il y a des révélations, des surprises, des personnages... Enfin, des personnages pas qui changent complètement, mais sur lesquels on apprend des choses et qu'on voit d'une manière différente. Voilà.
Franchement, j'ai pas un attachement incroyable ni pour Diane ni pour les personnages. J'ai bien aimé l'univers qu'a proposé Victor Dixon sur cette première trilogie. On peut s'arrêter là. C'est d'ailleurs ce que moi je vais faire. Je ne poursuivrai pas cette série puisque elle est sympathique, mais j'ai tellement d'autres séries qui me plaisent davantage. Donc je suis contente d'avoir lu ces 3 premiers tomes. Si vous aimez les vampires, franchement lisez, c'est vraiment très très sympa. Mais moi je n'irai pas au-delà de cette trilogie. On peut s'arrêter là en plus. Quand vient même, j'avoue que ce que l'auteur envisage de nous proposer dans la suite avec le personnage qu'il propose, ça me tenterait bien, mais honnêtement, je vais être raisonnable pour une fois. Je n'irai pas la suite, en tout cas pas avant très longtemps, ou si un jour je retourne à la bibliothèque et qu'ils y sont, peut-être que je les prendrai, mais clairement, je n'ai pas l'intention de les acheter, donc j'ai énormément d'autres séries à découvrir. C'était très sympa, très frais, plein d'action, comme si c'est de la piraterie, c'était un excellent moment. Voilà, mais moi j'irai pas au-delà, ça reste jeunesse, young adulte, voilà, vous savez que c'est pas forcément ma came plus que ça. Je suis ravie d'avoir découvert cette série, c'était une très chouette série de vampires. Et voilà, et vraiment bravo à Victor Dixon d'avoir créé un univers assez riche pour pouvoir aller au-delà, puisque je crois qu'il y a encore 2 trilogies qui vont suivre dans cet univers. Je pense que ça peut donner des choses assez cool. Moi j'ai passé un chouette moment avec cette trilogie, je vous l'ai déjà dit, c'était cool, c'était sympa. C'est pas une histoire parfaite, pas du tout, mais elle a fait le job et voilà, vraiment, je pense que c'est l'objectif principal. Mais je n'irai pas au-delà de cette trilogie. Je suis contente quand même d'avoir été jusqu'au bout et merci à Dorian du coup qui m'avait donné ce tome 3 donc pour me permettre de la terminer. Ensuite, toute autre chose, non, je vais d'abord commencer, je pense, par un titre. Je vous en ai parlé si vous avez regardé ma vidéo sur le Plib. J'ai lu dans le courant du mois d'août le dernier, je crois, roman qui me restait à découvrir pour le Plib, puisqu'il s'agissait, tac, voilà, hop là, du Reflet brisé. De Nina Gorlier, c'est publié aux éditions Magic Mirror, donc je l'ai lu en e-book puisque le Plib mettait à disposition des membres du jury les e-books quand les maisons d'édition les leur ont donné, donc je l'ai découvert en e-book cet été, je l'ai lu en lecture commune avec Dorian, Monsieur Capri, qui avait un petit peu peur également de se lancer dans cette histoire. Ici c'est une réécriture de conte, dans la vidéo du Plib je vous dis de quelle réécriture il s'agit, et puis en discutant comme ça avec différents lecteurs, finalement, avec le recul, je regrette un peu de vous l'avoir dit, donc je ne vais pas vous dire de quel conte il s'agit. Je pense que si vous lisez le résumé, vous allez vite comprendre dans quelle vibe on va être, mais moi, je préfère ne pas vous le dire. Donc, on va suivre une jeune femme qui, au début de l'histoire, va se retrouver mariée dans le cadre d'un mariage arrangé avec un vieux monsieur, hein, comme ça se faisait à l'époque. Et l'histoire va démarrer comme ça. Voilà, je vais m'arrêter à ça pour le résumé. Vous savez que je n'aime pas trop en dire au niveau des résumés. J'ai beaucoup aimé le début du roman. Vraiment, jusqu'à peu près les 2/3, j'étais, alors pas à fond, on va pas dire ça, mais c'était très bien parti. Il y avait plein de choses. L'autrice arrivait vraiment bien à réinsérer tout un tas d'éléments classiques qu'on a dans le conte originel. Elle arrivait vraiment bien à les poser, mais à les réinterpréter. Alors, je me rends compte au fur et à mesure que je lis de réécriture de contes que moi, je ne suis pas forcément fan des réécritures où on reprend le conte à la Disney, on va dire, pour prendre une idée classique, et où on reste collé au conte comme on le connaît, soit dans le conte originel, soit dans le conte version Disney. Moi, j'aime les réécritures de contes en mode réinterprétation, comme on peut l'avoir avec les Chroniques lunaires, ou comme on peut l'avoir... Il est juste à côté de moi, donc je vais vous le montrer. Comme j'ai eu dans Back Queen, il y a peu de temps, de Magali Lefebvre, celui-là ci était publié chez Noir d'Absinthe. J'en profite pour le remettre parce que c'était vraiment super. Donc moi, je préfère finalement les réinterprétations de contes où on va garder finalement quelques idées, quelques items, et puis l'auteur ou l'autrice va faire complètement autre chose en conservant quand même quelques petits détails. Et là, je trouve que Nina Gorlier, elle arrive vraiment bien à... On retrouve les détails du conte. Quand vous les voyez, vous vous dites « Ah, toi, je t'ai reconnu ». Mais on n'est pas dans un copier-coller et elle arrive vraiment à proposer autre chose autour de ces petits, pas clichés, mais de ces petits éléments, voilà, qui nous font penser immédiatement au conte. On arrive tout de suite à très bien l'identifier. Donc ça, c'était très bien. En plus, elle le met dans une orientation assez noire, assez sombre, qui m'a beaucoup plu. Malheureusement, le dernier tiers du roman a beaucoup fait pencher mon avis de « c'est une très bonne lecture » à ouais, bof, moyen. J'ai pas aimé malheureusement l'orientation que l'autrice a choisi de prendre. Pour moi, c'était trop... c'était très différent de ce qu'elle a proposé au début finalement. Et
Et plus on avançait vers cette fin, plus je me disais non, 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 il y avait tellement mieux à faire par rapport à ce que tu nous as proposé avant. Et voilà, j'étais un peu déçue du dernier tiers, de la fin. Je trouve qu'il y a des éléments qu'elle pose et qu'elle n'utilise pas ou ne nous explique pas, ou je sais pas, soit j'ai raté des choses ou elle les explique pas. Enfin voilà, et après en discutant à nouveau avec d'autres lecteurs, je pense que ces éléments qui m'ont un peu étonnée ne sont pas expliqués. Il y a des personnages qui finalement ne servent à rien. Voilà, j'ai eu l'impression à la lecture que l'autrice avait plein de bonnes idées, mais comme si elle n'avait pas voulu finalement aller jusqu'au bout et tirer complètement le fil de ce qu'elle nous avait proposé au début en allant jusqu'au bout. C'était un petit peu dommage. Voilà, j'ai pas trop aimé la fin, le dernier tiers m'a moins convaincue. Voilà, c'est dommage. Je pense que je relirai du Nina Gorlier quand même parce que j'ai envie de voir ce qu'elle peut proposer dans autre chose. Voilà, j'ai bien aimé la manière dont c'était écrit, c'était fluide, c'était facile à lire. Voilà, c'était pas forcément très dense en termes de lecture. Voilà, petite déception sur la fin, mais je suis quand même très contente de l'avoir découvert. Et typiquement, c'est le genre de titre, sans le plib, je ne l'aurais pas forcément lu. Donc rien que pour ça, c'était vraiment très chouette. J'ai également lu un autre roman en lecture commune avec Dorian. On a découvert donc le 3e projet secret de Brandon Sanderson, publié au livre de poche. Donc c'est Yumi et le peintre de Cauchemar. Moi j'ai la version collector avec les sublimes illustrations d'Alia Chen. Je dis sublime parce que pour moi jusqu'à présent c'est les illustrations que j'ai préférées. Je ne vais vous en montrer qu'une. Voilà, pour pas, si jamais vous souhaitez pas vous spoiler les illustrations, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous en montrerai qu'une, mais franchement, j'ai adoré les illustrations, vraiment, 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 vraiment. Ici, on va faire la rencontre de deux personnages différents. Donc, un jeune homme qui est ici, qui est un peintre dans le monde dans lequel il est, lui, ils sont envahis par des espèces de créatures sombres qu'ils appellent des cauchemars et ils doivent peindre pour transformer ces cauchemars en bonnes créatures, on va dire. Et donc lui, son job, c'est ça, c'est de peindre et de faire disparaître les créatures. Et on va également rencontrer cette jeune fille qui est ici, qui est donc Yumi. Elle, c'est une prêtresse dans son monde. Elle a un univers qui est très restreint, très codifié. Elle doit rendre hommage aux dieux d'une certaine manière en posant des pierres. Et elle également, elle arrive à exaucer les vœux des villageois ou des membres des villages dans lesquels elle voyage. Elle exauce leurs vœux pour les aider à avoir une vie meilleure grâce à ces espèces de montagnes de pierre qu'elle arrive à faire. Ces deux personnages qui sont de deux univers et de deux mondes complètement différents, il va se passer quelque chose et ils vont se trouver à pouvoir interagir. Tout le sel de cette histoire, tout l'intérêt de cette histoire, ça va être de comprendre pourquoi, que se passe-t-il et voilà, tout simplement, quels sont, pourquoi est-ce qu'ils arrivent tout d'un coup comme ça à interagir et à pouvoir échanger ensemble. Au début de ce roman, un petit peu comme dans les romans précédents, Monsieur Sanderson, il nous donne énormément d'informations. Je pense que Monsieur Sanderson, il aime construire des univers, inventer des trucs, proposer des choses, tout ça. Je pense que ça, c'est sa came, hein, c'est clairement. Sauf que là, au début de ce roman-ci, en tout cas, j'ai eu un peu peur parce qu'il nous donnait vraiment énormément d'informations d'une manière très très vite. Et moi, en tant que lectrice, je n'arrivais pas à intégrer tout ce qu'il m'expliquait. C'était un petit peu compliqué, un petit peu flou. Je suis pas certaine d'avoir tout compris, hein, voilà, honnêtement. Et même sur la fin, il y a un certain nombre d'éléments qui nous sont expliqués. Pareil, je suis pas certaine d'avoir tout compris. Ça n'a pas forcément gâché mon plaisir de lecture. Mais ça m'a donné la sensation d'avoir comme ça un tas d'informations et que j'avais pas le temps d'appréhender, quoi, clairement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, parce que c'est un roman vraiment que j'ai beaucoup aimé, pour le moment, je pense que des 3 projets secrets, c'est peut-être celui que j'ai préféré. On va être dans la relation qui va s'installer entre nos deux personnages. C'est une relation qui va prendre son temps et on s'attache vraiment à ces deux personnages, donc à Peintre et à Yumi. On s'attache vraiment à tous les deux. L'auteur, il prend vraiment le temps de nous raconter leur histoire à tous les deux, leur passé. On va apprendre à les connaître, on va apprendre à les aimer, on va apprendre à connaître leurs failles, à voir comment ils vont évoluer. On est un petit peu dans un roman un peu d'apprentissage des deux côtés, hein, vraiment. On a bien évidemment une ambiance asiatique extrêmement présente. Vous vous doutez que ça m'a beaucoup plu, hein, clairement, on va pas se mentir. Comme je vous disais, il y a des moments où je suis pas certaine d'avoir tout compris. Voilà, c'était parfois un petit peu confus.
c'est pas très grave, ça m'a pas perturbé plus que ça. Il y a également quelques références à l'univers global de Sanderson, le Cosmere. Et alors ça, moi, c'est un truc qui m'agace toujours un peu parce que à chaque fois qu'il citait des choses, où il y a 2-3 fois où le Cosmere est vraiment évoqué en tant que tel, j'avais l'impression de passer à côté de certaines informations. Et à chaque fois, ça me sort de ma lecture, c'est quelque chose qui m'agace. Vous savez que je suis un peu psychorigide dans l'ordre de lecture des romans, notamment. Et là, moi, j'ai lu Les Projets Secrets en confiance, en ayant comme information qu'il n'y aurait pas de lien avec le Cosmere, hein, qu'on pouvait les lire complètement indépendamment. Alors oui, on peut les lire complètement indépendamment, mais il n'empêche que le Cosmere est évoqué à plusieurs reprises. Et à chaque fois, ça m'agace. Franchement, ça m'agace. Je me dis, oui, mais moi, j'ai pas forcément lu tout le Cosmere de Sanderson. Loin de là. C'est pas forcément ma volonté, en tout cas pas pour le moment. Et voilà, je me sens un peu frustrée, en fait. Je me dis, mince, je suis passée à côté de certaines infos et ça m'agace un peu. Je me dis, c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de le relire d'ici quelques années. Le style de l'auteur, ça se lit toujours aussi bien. C'est hyper fluide, c'est addictif. Alors, addictif, c'est quand même The Briquette, hein, parce que je sais plus combien de pages il fait. Plus de 600 pages, ça faut un peu de temps quand même pour le lire, hein, voilà. Je trouve que par moments, il y a quelques petites longueurs, mais l'objet livre, il est sublime. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, la relation qu'il se crée entre les deux. Les illustrations sont magnifiques. Et puis, il y a pas mal de réflexions de l'auteur autour de la liberté de choix, autour de la liberté tout court, de l'amour qu'on peut ressentir envers une autre personne ou les obligations que l'on a, que l'on se donne. Voilà, c'est vraiment plein de belles choses sont évoquées dans ce roman. Si j'annotais mes livres, je pense que j'en aurais récupéré pas mal de citations et de réflexions que je trouvais très intelligentes. Bref, j'ai beaucoup aimé Yumi et le peintre de cauchemar. Je lirai le 4e projet secret. Je ne sais pas si avec Dorian on se le fera comme on a fait jusqu'à présent, hein, quasiment un mois, quasiment à la sortie ou un mois après. Mais je continuerai à découvrir les projets secrets parce que voilà, c'est à chaque fois un très bon moment. Et celui-ci, franchement, moi, je vous le recommande. Ensuite, on va passer à mes 2 meilleures lectures du mois. J'ai eu un peu de mal à les départager. J'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai eu vraiment de très bonnes lectures. Et il y en a 2, et j'ai notamment adoré Fièvre mutante de Preston & Child. C'est le tome 10 qui met en scène l'inspecteur Pendergast. Vous savez que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, c'est le tome 10. Je vais avoir un peu de mal à vous faire un résumé sans vous spoiler des événements qui se déroulent dans les tomes précédents. Je vais donc essayer de faire attention. Je vais simplement vous dire que ici, on va retrouver notre cher inspecteur Pendergast dans une histoire, dans une enquête qui va être liée à son passé. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Donc, on va replonger. Alors, je ne sais plus si on a la période au début. 12 ans, voilà. On va être 12 ans avant l'ensemble des romans de l'histoire. Donc, voilà, on va vraiment plonger dans un passé que je ne connaissais pas de notre personnage. Et je vous recommande pas de lire la 4e. Voilà, je l'ai lu après. Voilà, si vous aimez Pendergast, lisez. Voilà, sans aller lire la 4e qui spoil un petit peu. Voilà, c'est comme d'habitude avec ces auteurs. On a des chapitres courts, c'est addictif. J'ai pris grand plaisir à suivre ce personnage. Alors, seul petit bémol, parce qu'on voyage là pour le coup à travers tous les États-Unis. Et moi, je ne suis pas familière du tout de la géographie américaine. Et alors, je ne voyais pas bien où il était, s'il mettait du temps à aller d'un endroit à l'autre. Enfin voilà, j'étais un peu, là pour le coup, j'étais un petit peu perdue. Je trouve dans ce tome-ci, comparativement au tome précédent que j'avais moins aimé, il se passe toujours quelque chose, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'actions. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on creuse voilà, le passé de Pendergast, enfin qu'il le creuse lui-même d'ailleurs, parce que c'est lui qui mène l'enquête, hein, clairement. Comme souvent, on a quelques petits fils conducteurs, voilà, notamment un événement particulier qu'on avait découvert dans le tome précédent et qu'on a ici en arrière-plan, qu'on retrouve à plusieurs reprises. Et puis, voilà, les auteurs nous mettent un petit truc à la fin qui te donne envie de continuer. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je passe toujours un excellent moment. L'enquête est cool. J'adore le personnage. Et voilà, forcément, je vais continuer à lire cette série. Je ne vais pas m'arrêter. Et voilà, j'aime beaucoup. Voilà, je suis en tout cas ravie. J'ai lu mon tome annuel. Rendez-vous l'année prochaine pour le tome 11. C'est probable. Et puis, je vais ensuite vous parler d'un roman qui était aussi, hein, d'ailleurs, un roman que vous aviez mis dans mes reliques. J'en ai lu 2 en août. Franchement, je suis fière de moi. Un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai enfin lu Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Moi, j'ai une vieille version moche.
De chez Pocket. Je sais même pas ce que ça représente. Ah si, je pense que ce sont des statues. Ça doit être l'extrait d'une photo ou d'un tableau peut-être, je ne sais pas. Donc ici, on va être aux États-Unis, on va être dans une université du Vermont et on va rencontrer un jeune homme dont j'ai oublié le prénom, Richard, je crois. Vous savez que j'ai aucune mémoire des prénoms, hein, même si j'ai lu Richard, peut-être Richard. Je crois qu'il s'appelle Richard. On va dire qu'il s'appelle Richard. S'il ne s'appelle pas Richard, vous ne m'en voudrez pas. Donc on va suivre Richard, c'est un jeune homme qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui veut quitter sa famille, il veut poursuivre des études universitaires, mais pas là où est sa famille, il n'est pas forcément très proche d'eux. Et il va réussir, à force de volonté, clairement, à intégrer une université un petit peu d'élite dans le Vermont. Dans cette université d'élite, il y a notamment un groupe de personnages, ils sont cinq étudiants, qui ont comme particularité de n'avoir qu'un seul professeurs. Ils sont un petit peu en vase clos, il reste beaucoup avec eux et Richard va être assez vite fasciné par eux et il va se rapprocher dans l'objectif d'intégrer bien ce cours dispensé par un seul et unique professeur. Et il va finalement découvrir beaucoup de choses en lien. Il va se rendre compte que ces personnages cachent beaucoup de choses et il va y avoir effectivement pas mal de secrets qu'il va être amené à essayer de découvrir. Voilà, je vais m'arrêter à ça. Alors déjà, je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert dans ce roman. Je ne sais pas à quoi je m'attendais en fait. On m'a vendu comme un roman de Dark Academia. Alors c'est effectivement un roman précurseur de la Dark Academia, de ce que j'ai compris. Un roman que l'autrice a mis quasiment 10 ans à écrire et je comprends parce que c'est un roman d'ambiance. Vraiment, c'est un roman qui ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que finalement, une fois terminé les 700 pages, il ne s'est pas passé grand chose finalement. Il n'y a pas eu énormément d'événements. Donc si vous n'êtes pas, je dirais, emporté par la plume, par cette ambiance noire, cette ambiance glauque, c'est parfois oppressant, c'est parfois... Ouais, si vous n'êtes pas emmené dans l'histoire, c'est un roman qui ne vous plaira pas. Ne cherchez pas un roman d'action, hein, c'est pas ici, vous ne l'aurez pas du tout. Moi, j'ai été hypnotisée, je pense que c'est le bon terme, j'ai été hypnotisée par les personnages, par les relations qui vont se créer entre eux, par leurs amitiés, par leurs inimitiés, par l'évolution qu'ils vont avoir, par les secrets qu'ils cachent, par ce que Richard va découvrir. Tout est vraiment dans cette relation qui se crée entre ces personnages, des personnages que j'ai pas forcément trouvé sympathiques. C'est ça qui est un peu étonnant aussi, c'est qu'on les suit, mais finalement il n'y en a pas vraiment un qu'on aime. C'est un peu étrange, mais on a envie d'aller au bout, on a envie de savoir jusqu'où ça va aller, jusqu'où l'autrice va nous emmener. C'est malaisant, comme je disais, c'est parfois glauque, c'est parfois noir, c'est parfois inquiétant, vous ne savez pas trop qui est ami, qui est ennemi, où on va. Tout est mélangé comme ça, avec également une grande érudition. On va parler auteur grec, on va parler culture, on va parler amour des beaux textes. Il y a également, comme on est dans une espèce d'université d'élite, hein, de gens qui ont l'air assez friqués, on va parler drogue, on va parler sexe, on va parler violence, alcool. On est avec une espèce, en tout cas certains personnages font un peu jeunesse dorée perdue. Ouais, j'ai été hypnotisée. Je pense que c'est le bon terme, hypnotisée par ces personnages. Et là où je vous en parle, je me dis tiens, je me le relirai bien. Pas tout de suite. Je ne le lirai pas maintenant, hein, parce que 700 pages quand même, il faut avoir le temps. Je pense que pour moi, le lire en août pendant mes vacances, c'était une bonne option. Parce que je pense que si je l'avais lu pendant l'année, trop entrecoupé, trop haché, ça n'aurait pas forcément marché. Parce que... ouais, parce que c'est une ambiance, parce que vous visualisez l'école, l'automne, les feuilles mortes, voilà, ce genre d'ambiance, ce genre de choses, vous savez, les manteaux de laine, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je lirai, je pense, le Chardonneret également de cette autrice. C'était, je dirais, presque une expérience. J'ai presque envie de vous dire une expérience. Je comprends que c'est un roman qui ne plaise pas. Je comprends que certains n'accrochent pas parce que typiquement, si vous n'aimez pas le style de l'autrice, si vous n'aimez pas la manière dont elle construit la chose, c'est pas pour vous, c'est certain. Je pense que assez vite, hein, on se rend compte si ça va le faire ou pas. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je pense que je dirais rien d'autre que ça. J'ai beaucoup aimé. C'était étonnant et je ne regrette pas de l'avoir découvert. Encore un roman qui faisait partie de mes reliques que j'ai lu grâce à vous.
Et comme quoi, voilà, j'ai bien fait de vous écouter, vraiment. Merci à vous et voilà. C'est donc le dernier roman dont je voulais vous parler pour mes lectures du mois d'août. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Quel est votre avis? Est-ce que vous les avez aimés ou pas du tout? Est-ce que vous avez fait des bonnes lectures en août? Dites-le moi également. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner également, à me suivre, à me rejoindre sur Instagram où je suis plutôt active en story. Pas forcément parler, mais en tout cas, je repartage pas mal de choses, notamment mes lectures en cours et mes lectures terminées, on va dire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!